Bienvenue dans The Debate. Saviez-vous que pour allumer une simple ampoule connectée de nos jours, certains passionnés déploient une puissance de calcul locale supérieure à celle des premiers supercalculateurs? Ouais, c'est assez vertigineux quand on y pense. Absolument. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de nos foyers pour décortiquer une tendance assez fascinante, une tendance qui en fait redéfinit totalement notre espace intime et technologique. Tout à fait. Et si vous parcourez un peu les forums de domotique en ce moment, il y a une scène très précise qui se répète inlassablement. C'est ça. Imaginez un peu la scène. Un bureau minimaliste inondé de lumière, dans un coin une petite plante grasse bien taillée, et là, au centre, ce petit carré d'aluminium brossé frappé d'une pomme, le fameux Mac Mini. Le roi incontesté de ce qu'on appelle désormais le lifestyle et d'écotech, surtout avec l'explosion de projets open source comme OpenClaw. Exactement. Ces projets permettent de gérer des serveurs domestiques ultra performants, des intelligences artificielles locales, et on nous présente ce Mac Mini comme le cerveau central incontournable pour faire tourner tout ça. Ce qui nous amène à la question centrale de notre débat d'aujourd'hui. Ce choix matériel relève-t-il d'une véritable nécessité technique ou bien s'agit-il d'une superbe illusion, d'une sorte de taxe esthétique imposée par le marketing? Voilà. Et pour ma part, je soutiens que l'architecture unique de la puce Apple Silicon, couplée à ce design épuré, en fait vraiment le standard d'excellence. C'est un choix parfaitement légitime pour centraliser la maison connectée. Eh bien, je suis désolée, mais de mon côté, je défends l'idée que cette tendance est un non-sens absolu sur le plan de l'ingénierie. C'est une tasse esthétique parfaitement inutile, quoi. Ah, un non-sens absolu. Oui, je préfère de loin l'approche pragmatique de la récupération. Utiliser d'anciennes machines industrielles ou de vieux PC portables qui accomplissent ces mêmes tâches de manière bien plus native et avec un brio indéniable. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Parce qu'il faut vraiment comprendre ce qui a changé dans nos maisons. On n'est plus à l'époque où automatiser sa maison consistait juste à programmer une prise pour allumer une lampe à 18 heures. Non, c'est sûr. Aujourd'hui, avec des écosystèmes comme OpenClaw, on parle de centraliser des centaines de requêtes à la seconde. Des caméras de sécurité qui analysent les flux vidéo en temps réel pour différencier un chien d'un cambrioleur. Mhm. Et surtout, l'intégration de modèles de langage locaux. Ces IA trônent directement chez vous, sans le cloud. Mon argument s'articule autour de l'alliance entre la performance pure et l'intégration dans notre espace de vie, en fait. Je vois où vous voulez en venir. Mais eh bien, l'attrait massif qu'Oloratieni ne vient absolument pas d'une nécessité algorithmique dictée par l'IA au local. Le véritable esprit de l'innovation domestique, c'est le détournement, l'optimisation. D'accord, mais on ne veut pas tous passer nos week-ends à optimiser. Laissez-moi terminer. Prenons un NUC, ces minuscules PC industriels de la taille d'une boîte à tartines. Ou même un vieux ThinkPad de 2019 avec l'écran brisé. Vous mettez un Linux léger là-dessus et ça gère parfaitement la domotique de votre foyer. Oui, ça la gère, mais à quel prix en termes de confort? Mais pourquoi imposer un passage par la case d'Apple à des tarifs exorbitants pour des tâches qui tournent en arrière-plan? C'est la création d'un besoin purement artificiel, quoi. On sacrifie l'essence même du bricolage domotique sur l'autel de l'esthétisme. Mais l'ingéniosité technique, ce n'est pas à s'infliger des contraintes obsolètes par pure nostalgie romantique. Parlons un peu de la réalité technique de ces calculs, si vous le voulez bien. Je vous écoute. Quand vous parlez de faire tourner des modèles de langage locaux, soyons précis sur le fonctionnement. L'IA ne repose pas que sur la vitesse brute du processeur. Ce qui rend le Mac mini pertinent, c'est son architecture de mémoire unifiée. Ouais, je connais l'architecture unifiée de la puce M. Mais en quoi est-ce une nécessité pour allumer la lumière du couloir, honnêtement? Parce qu'on ne fait plus qu'allumer la lumière du couloir, justement. Si vous lancez une requête vocale complexe qui demande à l'IA d'analyser vos habitudes de chauffage, croisée avec la météo de la semaine, Mhm. Eh bien, le modèle d'IA se charge instantanément dans cette mémoire partagée. Faire tourner un modèle de 7 milliards de paramètres sur votre vieux processeur de récupération, c'est comme demander à un traducteur d'utiliser un dictionnaire page par page. Ah, l'analogie est frappante. Les données doivent constamment faire l'aller-retour entre la RAM et le processeur. Résultat, tin. Ça crée un goulot d'étranglement, le vieux PC chauffe, les ventilateurs hurlent et ça rame. La puce Apple traite ça en silence, en consommant à peine quelques watts. Votre métaphore du traducteur est excellente pour l'IA lourde, mais elle esquive complètement le principe de proportionnalité technologique. Pensez-y en termes simples. Je vous en prie. Docker. Et techniquement, Docker tourne nativement sur Linux. Un vieux processeur Intel dans un Dell recyclé gère ses conteneurs avec zéro friction. Zéro friction, vraiment, c'est un peu idéalisé, non? Absolument zéro.
Alors que sur un Mac mini, macOS n'étant pas un système Linux, il est obligé de faire tourner une machine virtuelle en arrière-plan pour gérer Docker. C'est qu'une couche de complexité en plus. C'est un détail technique que la plupart des utilisateurs ne remarquent même pas. Un détail. On se retrouve avec une machine surpuissante dotée d'un moteur neuronal qui gaspille des ressources juste pour émuler un environnement serveur basique qu'un PC de rebug gère nativement. C'est une hérésie fonctionnelle. C'est là que je vous arrête. Vous pointez la virtualisation de Docker sur macOS comme une faille fatale. Mais c'est ignorer la direction que prend l'écosystème en fait. Quelle direction? L'optimisation pour appel? Exactement. Les développeurs optimisent de plus en plus leurs outils pour qu'ils s'exécutent nativement sur les puces Apple, car la communauté a plébiscité ce matériel. Et cette soi-disant surpuissance, c'est de l'anticipation. De l'anticipation? Oui, le marché évolue à une vitesse folle. Le moteur de course d'aujourd'hui sera le minimum requis dans 3 ans quand votre maison générera ses propres routines de sécurité basées sur l'analyse comportementale en temps réel. Enfin, pourquoi payer par avance pour des capacités futures hypothétiques alors que le matériel informatif se déprécie si vite? Ça n'a aucun sens économique. Parce que ce qu'on achète, ce n'est pas juste un processeur. C'est ce que j'appellerais la marchandisation de la tranquillité d'esprit. Et ça inclut le design physique. Ah, on y vient, la fameuse taxe esthétique. Vous en parlez comme d'un gros mot. Mais le design a une fonction essentielle. Si vous avez déjà passé un week-end à jongler avec des lignes de commande sur un vieux Dell caché dans une armoire, vous savez de quoi je parle. Je l'ai fait et c'est très gratifiant. Peut-être pour vous, mais un appareil au centre névralgique de la maison ne doit pas forcément être une boîte noire avec des câbles apparents. Payer plus cher pour un objet qui ne fait aucun bruit, qui ne génère pas de chaleur dans le salon, c'est reconnaître que la technologie fait partie de notre habitat. Je suis désolée, mais la marchandisation de la tranquillité d'esprit, c'est exactement l'argument marketing que je dénonce. Cette obsession de l'intégration visuelle montre qu'on a perdu de vue l'ingénierie. Perdu de vue l'ingénierie, c'est un peu fort. Pas du tout. Acheter un Mac mini pour un serveur domestique sous prétexte d'harmonie visuelle, c'est comme acheter un canapé de designer hors de prix juste pour y poser vos clés en rentrant. C'est un gâchis de potentiel ahurissant. C'est un objet fonctionnel avant tout. Justement, parlons-en. Le design, selon l'école du Bauhaus, stipule que la forme doit suivre la fonction. La fonction d'un serveur domestique, c'est d'être le système nerveux de la maison. Il doit être invisible, fiable et opéré en coulisses. Et un Mac mini sur un bureau, c'est si choquant que ça? Mettre un ordinateur en évidence sur un bureau pour prouver qu'on a un serveur propre, ce n'est plus du design, c'est de l'exhibitionnisme technologique. Si on veut de la discrétion, l'approche du matériel de récupération est factuellement supérieure. Ah bon? Un vieux PC est plus discret? Bien sûr, un NUC ou un micro-PC Lenovo peut être vissé à l'arrière d'un moniteur avec un support VESA. Glissé sous une plainte, il disparaît totalement, consomme 10 watts et fait le travail. Ce besoin d'exposer ce carré d'aluminium, ça vient d'une dynamique d'appartenance sociale. De l'exhibitionnisme technologique, le terme est vraiment fort. Vous réduisez l'expérience utilisateur globale, qui est fluide et rassurante pour le grand public, à une simple séance photo pour Instagram en fait. Ce n'est pas ce que je dis, mais l'influence des réseaux est indéniable. Vous insinuez que les gens qui choisissent cette solution sont juste de riches snobs qui veulent montrer leur matériel? C'est un peu méprisant pour les utilisateurs qui cherchent juste quelque chose qui marche? Pas tous, bien sûr que non, mais regardons d'où vient cette tendance. Cette viralité autour de l'association entre OpenClaw et Apple n'est pas née dans le vide. Elle est propulsée par un écosystème de créateurs de contenu. Les influenceurs tech, oui. Voilà, la frontière est devenue extrêmement poreuse entre l'enthousiaste sincère et le promoteur d'un certain style de vie. Dans ces vidéos, la lumière est parfaite, tout est millimétré, et en recommandant systématiquement l'écosystème le plus cher, il crée une mentalité de club privé. Un club privé? Vous n'exagérez pas un peu? Oui, un club privé. Le message est clair, si vous n'avez pas ce petit carré d'aluminium à 1 000 €, votre installation sera brouillante, bruyante. On transforme un hobby d'exploration accessible à un étudiant avec un vieux PC en un besoin artificiel de luxe. C'est dommageable. C'est une analyse sociologique fascinante, je vous l'accorde. Et je vous rejoins sur le fait qu'il y a un effet d'entraînement mimétique sur les réseaux sociaux. C'est indéniable. Nous devons rester critiques, oui. Cependant, je conteste fermement l'idée que les utilisateurs soient de simples victimes naïves. Vous parlez de verrouillage psychologique, mais si ce matériel est devenu le standard, c'est surtout parce qu'il répond à une véritable douleur de l'utilisateur. Laquelle? Celle de devoir lire une documentation technique de temps en temps? Non.
Celle de voir son système de chauffage s'arrêter à 2 heures du matin en plein hiver parce qu'une mise à jour Linux a fait sauter le pilote d'une carte mère vieille de 8 ans. C'est un cas extrême, ça. Pas tant que ça. Les bricolages romantiques sur de vieilles machines, c'est formidable pour l'apprentissage, je suis d'accord. Mais quand il s'agit de gérer les serrures connectées ou l'alarme de sécurité de votre famille, la stabilité devient non négociable. La stabilité est tout à fait atteignable sur d'autres systèmes. Mais l'authenticité technologique, ce n'est pas que recycler pour la noblesse du geste, c'est choisir l'outil le plus fiable pour garantir la tranquillité d'esprit. Les utilisateurs payent pour une conception thermique qui ne surchauffera jamais. Ils s'achètent du temps libre, tout simplement. S'acheter du temps libre, peut-être. Bien que je puisse vous assurer que les standards actuels d'un serveur Debian sur un ThinkPad offrent une stabilité à toute épreuve. Souvent au prix de configurations complexes. Des mois, voire des années sans redémarrage. Contrairement aux mises à jour imposées de macOS qui peuvent forcer le redémarrage de votre serveur sans votre avis. Mais bon, ce qui me dérange le plus au fond, c'est la perte du contrôle et de l'art de vivre numérique. Qu'entendez-vous par l'art de vivre numérique? C'est un joli concept. Il y a une satisfaction profonde à redonner vie à un matériel obsolète, quand vous comprenez comment flasher un BIOS, comment allouer les ressources précisément pour que votre instance d'OpenCloud tourne. Vous maîtrisez la machine en fait. C'est vrai que c'est intellectuellement stimulant. Mais quand vous achetez la boîte scellée d'Apple, vous abdiquez une grande partie de ce contrôle au nom du confort clé en main. Vous devenez locataire de votre propre système à la merci d'un géant de la tech. Consommer authentiquement, c'est refuser cette soumission. Je crois que nous touchons là au cœur philosophique de notre désaccord en fait. C'est l'opposition classique entre celui qui veut construire la voiture et celui qui veut simplement conduire sur une route dégagée pour admirer le paysage. C'est une belle façon de le résumer. Et c'est le moment idéal pour synthétiser nos positions. Pour ma part, je maintiens mon appréciation pour cet écosystème moderne. L'architecture unifiée d'une puce Apple Silicon apporte une réponse magistrale aux défis posés par l'IA locale. L'élégance technologique, dans ma perspective, c'est l'absence de friction. C'est l'outil qui, par sa perfection matérielle, se fait oublier pour simplement accomplir sa tâche au plus haut niveau de performance. Et je réaffirme, de mon côté, que cette perfection visuelle est un mirage coûteux qui masque la véritable ingéniosité de l'informatique. L'élégance pour moi réside dans la proportionnalité. Utiliser exactement la puissance nécessaire, quoi. La proportionnalité, oui. La véritable satisfaction ne se trouve pas dans l'achat d'un objet de luxe pour héberger des conteneurs basiques, elle se trouve dans l'acte de création. La technologie domestique devrait être une toile d'expression, pas un moule financier dicté par les réseaux sociaux. C'est toujours fascinant de voir à quel point nos perspectives se rejoignent sur la finalité, même si nous opposons les moyens. Nous nous accordons sur le fait que la technologie la plus aboutie est celle qui finit par s'effacer de notre esprit. Exactement. Notre divergence fondamentale, c'est ce qui constitue cette invisibilité. Pour vous, c'est un matériel neuf, surpuissant, qui trône sur le bureau comme une sculpture qu'on finit par ignorer. Tout à fait. Pour moi, c'est un matériel ingénieusement recyclé, qui tourne sous un système libre et qui s'efface littéralement parce qu'il est dissimulé derrière un écran, laissant toute la place à l'usage. Et c'est là-dessus que nous laisserons nos auditeurs réfléchir aujourd'hui. Si vous envisagez de franchir le pas pour créer votre propre serveur domestique, nous vous invitons à examiner votre rapport à ce lifestyle et décotech. Posez-vous les bonnes questions. Voilà. La prochaine fois qu'un outil vous est présenté comme indispensable, demandez-vous si ce choix est un acte de liberté, répondant à une exigence technique, ou juste le reflet d'une tendance esthétique. Quelle approche correspond vraiment à la philosophie de votre foyer? Merci d'avoir participé à notre discussion et au prochain débat.